Donc bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez sûrement les forêts de mangroves pour les crabes et les différentes espèces de poissons que vous avez l'habitude de consommer. Eh bien, les mangroves représentent bien plus qu'un garde-manger et elles pourraient peut-être nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mon projet de thèse porte sur le développement d'une méthode de suivi forestier appliquée aux mangroves urbaines de Nouvelle-Calédonie. Et l'une des façons de suivre la mangrove est de quantifier le stock de carbone présent dans ces forêts. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La mangrove représente environ 167 000 km² de forêt mondiale, réparties selon environ 60 espèces, dans 5 climats différents. Les climats tropicaux, subtropicaux, tempérés, arides et semi-arides. En Nouvelle-Calédonie, on recense 350 km² de forêt, réparties selon environ 24 espèces, ce qui représente plus d'un tiers de la diversité mondiale. La côte ouest de la Grande Terre, dont le littoral est composé à 80% de forêts de mangroves, est dominée par le climat semi-aride. L'une des particularités de ces forêts est leur capacité à piéger et stocker le carbone dans leur sol, leur biomasse souterraine ou leur biomasse aérienne, c'est-à-dire les troncs, les branches, les feuilles et éventuellement les racines aériennes. Il faut savoir que ces forêts ont la capacité de stocker jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts classiques, ce qui leur vaut d'ailleurs le nom d'écosystème à carbone bleu. La quantification la plus précise possible de ce stock de carbone a donc un intérêt à la fois écologique, puisque ces forêts participent naturellement à la régulation du climat, mais également un intérêt économique avec notamment ce que l'on appelle le crédit carbone, qui consiste globalement à compenser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en achetant ou en revendant ce qu'on appelle des droits de pollution. Alors les forêts de mangroves des pays tropicaux et subtropicaux font déjà l'objet de projets de séquestration de gaz à effet de serre et il serait intéressant de voir si dans les régions arides et semi-arides, les mangroves stockent une quantité suffisante de carbone pour prétendre à de tels projets. Dans mon projet de thèse, je m'intéresse essentiellement au stock de carbone présent dans la biomasse aérienne. Mais alors, comment quantifier ce fameux stock de carbone ? Il existe des équations que l'on appelle allométriques et qui permettent de calculer ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire la masse de tous les éléments constituant un arbre. Donc les feuilles, les troncs, etc. Cette biomasse, les équations font intervenir essentiellement le diamètre des troncs et la hauteur des arbres. Et pour pouvoir convertir cette biomasse en stock de carbone, il suffit de la multiplier par un coefficient qui est de 0,475. La capacité des mangroves à stocker le carbone dépend essentiellement du climat et des espèces. Il nous faut donc une équation pour une espèce dans une région donnée. La méthode traditionnelle qui permet de déterminer ces équations consiste globalement à couper entre 20 et 25 arbres, mesurer le diamètre des troncs et la hauteur des arbres, de peser ces arbres pour en obtenir la biomasse. Une fois ces équations mises en place, pour calculer le stock de carbone dans les forêts entières, on va procéder par échantillonnage, c'est-à-dire que l'on va mesurer les paramètres sur un certain nombre d'arbres par hectare. Donc toute la forêt n'est pas mesurée. Et enfin, il existe peu d'études sur les régions arides et semi-arides, et notamment en Nouvelle-Calédonie, où il n'existe pas d'équation. C'est pour cela que l'un de mes objectifs de ma thèse est de mettre en place des équations pour les espèces de Nouvelle-Calédonie qui seront utilisées également dans des régions arides ou semi-arides en utilisant des outils qui ne nécessitent pas de contact direct avec les forêts. La méthode qui sera mise en place nous permettra de gagner du temps, de réduire la main-d'œuvre et d'assurer une reproductibilité des mesures dans le temps et surtout de ne pas couper d'arbres. Alors, deux espèces sont prédominantes en Nouvelle-Calédonie. Premièrement, les Rhizophora stylosa, reconnaissables à leurs racines échasses. Et deuxièmement, les Avicennia marina, reconnaissables à leurs petites racines aériennes que l'on appelle pneumatophores. Donc, ces deux espèces seront étudiées, mais aujourd'hui, je vous présente les premiers résultats concernant le Rhizophora stylosa.
Alors notre objectif est dans un premier temps de calculer la biomasse. Et l'équation de base qui permet de calculer une masse, c'est la masse volumique fois un volume. Attention cependant, les masses volumiques des différentes parties des arbres sont différentes, ce qui nous amène à décomposer notre équation pour obtenir une équation générale de la biomasse aérienne faisant intervenir les masses volumiques et les différents volumes que l'on va chercher à déterminer. Donc, comment déterminer la masse volumique dans un premier temps? Pour cela, j'ai utilisé une tarière à bois qui m'a permis de récupérer des échantillons de bois de volume connu. Ce qui nous intéresse ici, c'est la masse sèche. J'ai donc séché mes échantillons dans une étuve à 40 degrés jusqu'à ce que la masse se stabilise. Et connaissant ainsi la masse et les volumes de mes échantillons, j'ai pu donc calculer les différentes masses volumiques des parties de l'arbre, donc les racines, les troncs, les branches et les feuilles. Il nous faut maintenant connaître les volumes. Donc, comment calculer un volume? Pour cela, j'ai sélectionné 40 arbres que j'ai distingués selon 5 catégories en fonction de leur hauteur. Il faut savoir que, compte tenu des conditions de développement en milieu aride et semi-aride, les arbres de Nouvelle-Calédonie ne dépassent généralement pas 5 mètres dans des conditions de développement normales. Ces arbres ont été scannés avec ce qu'on appelle un scanner laser terrestre qui a pour objectif d'envoyer un faisceau lumineux et de mesurer l'intensité retour de ce faisceau lorsqu'il se réfléchit sur un objet. Ces acquisitions m'ont permis d'obtenir ce qu'on appelle un nuage de points, avec pour densité 58 millions de points par acquisition. Et c'est à partir de ces nuages de points que j'ai pu réaliser les différents traitements qui m'ont permis d'obtenir les volumes. Alors le traitement, il a consisté tout d'abord à supprimer les points n'appartenant pas aux arbres, le sol par exemple. Ensuite, la segmentation des différentes parties de l'arbre, les troncs, les feuilles, les racines et les branches. Et à partir d'algorithmes implémentés dans le logiciel MATLAB, j'ai pu calculer les différents volumes. Alors lorsqu'on considère une forêt entière de mangroves, il est très difficile de distinguer la limite entre les différentes parties du bois, le tronc, les racines et les branches. Il est donc plus judicieux de se concentrer sur la totalité du bois plutôt que de chercher à calculer le volume de chaque élément. C'est pourquoi je me suis intéressée à la proportion des éléments constituant le bois et les résultats ont montré que le tronc représentait environ 3% du volume total du bois, les branches représentaient 22% et les racines représentaient environ 75%. Maintenant que l'on connaît les masses volumiques et les volumes, nous pouvons alors reprendre l'équation de base de la biomasse et en remplaçant les variables par les valeurs, nous obtenons une équation de ce type avec les différentes masses volumiques et les volumes en fonction du volume du bois et le volume des feuilles. En simplifiant l'équation, nous voyons que la biomasse est égale à 67% du volume du bois plus 64% du volume des feuilles. Et comme je vous le disais en début de présentation, pour convertir cette biomasse en stock de carbone, il suffit de la multiplier par le coefficient 0,475. Alors prenons un exemple d'un arbre de 2,25 m avec un volume de bois d'environ 32 000 cm3 et un volume de feuillage de 20 000 cm3. Les résultats montrent que cet arbre peut stocker environ 16 kg de carbone. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté une équation qui permet de calculer le stock de carbone dans la biomasse aérienne des Rhizophora stylosa en Nouvelle-Calédonie à partir d'une méthode non destructrice. Les mêmes opérations seront effectuées sur la deuxième espèce la plus répandue en Nouvelle-Calédonie, donc les Avicennia marina. Et pour estimer et quantifier la précision de l'équation et de la méthode mise en place, un bilan des erreurs sera effectué. L'objectif est de pouvoir, et cela fera l'objet d'une étude supplémentaire durant ma thèse, est de pouvoir quantifier ce stock de carbone non plus sur un arbre, mais sur une forêt entière en utilisant le lidar aéroporté. Et de pouvoir comparer le stock de carbone dans une mangrove saine et dans une mangrove impactée par l'urbanisation.
Comme je vous le disais en début de présentation, mon projet de thèse porte sur le développement d'une méthode de suivi forestier appliquée aux mangroves urbaines. Et aujourd'hui, je vous ai présenté une des façons de suivre la mangrove. Mais durant ma thèse, je m'intéresserai également à d'autres suivis, notamment le développement des arbres en fonction de l'apport d'eau douce et des saisons, et également l'influence de la salinité du sol, la durée d'immersion des plantes et le relief du terrain sur la hauteur des arbres et la zonation des différentes espèces. Je vous remercie de votre attention. Bien, donc merci Leïla pour ton exposé. Donc les questions, Madame Claude Perry, allez. Merci Jean-Marc. Merci pour votre exposé. Moi, j'aurais une question, enfin la première, j'ai plusieurs questions, mais la première question, c'est sur le choix d'avoir abandonné une estimation des racines enfouies, puisque vous traitez la question des racines adventives, hein, celles qui sont en situation aérienne. Alors, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est pour une question de méthodologie. Et est-ce qu'on a quand même une idée, ou est-ce que vous avez cherché à évaluer ce que représentait la partie enfouie par rapport à la partie aérienne? Alors, pourquoi je ne m'intéresse pas à la partie enfouie? Parce que j'utilise des méthodes de télédétection qui ne permettent pas justement d'étudier le sous-sol. Donc, c'est pour cela que j'étudie essentiellement ce qui est hors du sol. Et voilà, la biomasse aérienne uniquement. Oui, ça je l'avais bien compris, mais justement ma question était de savoir est-ce que vous avez une idée de ce que représente la partie enfouie par rapport à la partie aérienne? Non, je n'ai pas vraiment d'idée de ce que représente cette partie-là. Mais concernant le stock de carbone, en début de présentation, j'avais marqué que ces forêts avaient la capacité de stocker jusqu'à 4 fois plus de carbone. Précisément, c'est dans cette partie souterraine que l'on stocke beaucoup plus de carbone que dans la partie aérienne. Et donc moi, durant ma thèse, je m'intéresse à la partie aérienne pour pouvoir justement quantifier ce stock de carbone, voir à quel point par rapport à la partie souterraine, on peut évaluer le stock de carbone. D'accord, donc si je comprends bien, vous allez vous appuyer sur les valeurs que vous aurez de la partie aérienne, la multiplier par le facteur 4. C'est ça. Pour avoir, d'accord, ok. Donc, in fine, voilà. Vous avez quand même l'intention d'avoir une évaluation oui, c'est ça. Et la plupart des recherches qui sont faites sur le stock de carbone sont faites sur la partie souterraine. Très peu de recherches sont faites sur la partie aérienne. Et donc, c'est aussi pour cela que je m'intéresse à cette partie-là. Après. Oui. Alors, l'autre question, c'est sur justement la notion de suivi, parce que là, ce que vous nous avez expliqué, c'est des choses qui sont à un temps donné, puisque vous avez donné des chiffres qui étaient à un temps donné. Oui. Justement, sur le suivi, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce qu'on peut imaginer qu'en fonction de l'environnement, les arbres ne vont pas justement avoir la même capacité de stocker le carbone. Donc, comment est-ce que vous envisagez ce suivi? C'est ça. Alors là, ce que je vous ai présenté ici, c'est la méthodologie qui m'a permis de mettre en place l'équation qui permet ensuite de calculer le stock de carbone. Effectivement, il y aura un suivi dans le temps pour voir comment ces forêts stockent le carbone et une comparaison entre une forêt saine, c'est-à-dire non impactée par l'urbanisation, avec l'apport d'eau douce, et une forêt qui est impactée par l'urbanisation. Ce sera un suivi avec les mêmes... à la fois dans le temps, mais également en fonction de l'environnement dans lequel ces forêts se développent. Et merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais simplement savoir si cette méthode de comptage pouvait s'appliquer à d'autres types d'arbres que les palétuviers. Alors, justement, cette méthode qui sera mise en place, et on l'espère, pouvoir appliquer cette méthode sur d'autres forêts, non pas que les palétuviers. Et je pense notamment aux maquis miniers, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui représentent de grandes forêts et surtout exploitées par nos sociétés minières.
Mais effectivement, ce serait le but après la thèse de pouvoir éventuellement réaliser cette méthode dans d'autres forêts. Avec des caractéristiques différentes, bien sûr. Bonjour, merci pour cette présentation très claire. Vous êtes sur un contrat type CIFRE, c'est ça? Alors oui, je ne l'ai pas forcément expliqué au début, mais je suis en CIFRE, en collaboration avec un géomètre expert, Frédéric Oxford, qui est d'ailleurs présent dans cette salle. Ok, c'était le sens de ma question. C'est au final, pour le cabinet de géomètre expert, quelle est la valorisation in fine de ces travaux et comment les exploiter? Quelle est l'intention? Alors, pour le cabinet de géomètre expert, ça va être tout ce qui est méthodologie. Il faut savoir que dans ma thèse, je vais utiliser donc des techniques de télédétection, le scanner laser, mais également le lidar aéroporté. Et donc, lui, il pourra utiliser toutes ces méthodes dans les travaux de géomètre. Un suivi environnemental, par exemple. Voilà, appliquer ces méthodes. Alors, c'est un cabinet de géomètres, donc c'est vraiment du foncier, mais les méthodes qui seront mises en place, aussi bien pour l'acquisition que pour le traitement, lui permettront de peut-être décrocher de nouveaux contrats. Très bien, merci. Bien, donc y a-t-il des questions dans l'Assemblée ? Alors, mon cher collègue Pascal Pagan, tu vois, je marche vers toi. Oui, bonjour. J'avais une petite question pour ce scanner. Pourquoi ne pas avoir sacrifié quand même quelques arbres pour savoir si ça collait bien avec les résultats d'estimation? Et comment ça peut fonctionner? Bon, là, j'ai compris que ça marche sur des arbres isolés, individuels, mais quand ce sera une forêt dense, est-ce que ça sera exploitable ou comment on peut extrapoler les résultats acquis de manière individuelle? Alors, pourquoi ne pas avoir sacrifié des arbres? Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a pas d'équation en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a l'habitude, en fait, d'utiliser, et c'est pas particulier à la Nouvelle-Calédonie, mais dans d'autres pays qui n'ont pas également d'équation, d'utiliser des équations de régions similaires, c'est-à-dire de même climat. Et donc, une comparaison sera faite entre cette méthode et le stock de carbone calculé à partir d'équations des régions similaires. Et concernant le scanner, concernant l'étendue de la méthode, pour étudier la forêt entière, j'utiliserai le lidar aéroporté qui a pour objectif d'acquérir des données sur de plus grandes superficies. Et cela fera l'objet justement d'une prochaine étude durant ma thèse, c'est de pouvoir adapter cette équation à la forêt entière. Donc il y aura, comme je le disais, le stock de carbone dépend des espèces. Donc il y aura d'abord une classification d'espèces au préalable et voir comment on pourrait calculer le volume sur toute la forêt entière. Et c'est pour ça que j'utilise plutôt le volume global du bois. Merci. C'est pour ça que je me suis concentrée en fait sur le volume global du bois pour justement ne pas avoir à segmenter, lorsque l'on a une forêt entière, ne pas avoir à segmenter toutes les parties de l'arbre qui seraient vraiment compliquées, surtout dans une forêt assez complexe comme la mangrove. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à tout le volume, enlever les feuilles et calculer le volume entier du bois. D'accord. Ok, ouais, très bien, on voit bien. Ouais, donc, super. Juste pour les néophytes, parce qu'elle a souvent employé le mot masse volumique. Alors, bon, ça peut pas forcément, ça parlera à tous les scientifiques, mais ceux qui ne le sont pas, peut-être un peu moins. La masse volumique, c'est quelle est la masse d'un mètre cube de matière, par exemple. Donc, la masse volumique de l'eau, un mètre cube d'eau, d'accord, ça a une masse de 1000 kg. Voilà, donc, ça, la masse volumique d'un corps. Donc, voilà, quand vous divisez la masse volumique d'un corps par la masse volumique de l'eau, nous obtenons, mon cher collègue, la densité. La densité, voilà. C'est ça. Donc, merci pour la précision. Voilà.
Voilà, comme le LIDAR, je pense que bon, l'Assemblée ne doit pas forcément connaître ce que fait un LIDAR. Donc, voilà, l'année prochaine, je parlerai sûrement du LIDAR. D'accord, ok, super. Allez, une dernière question, parce qu'autrement, monsieur Weiss va s'impatienter en disant, ça y est, on prend du retard. Mais non, les sujets intéressent. Du coup, je voulais te demander comment tu avais choisi tes différents sites d'études et combien tu en avais, sur quoi tu t'étais basé pour ce choix-là. Alors, mes sites d'études sont les mêmes que ceux de Sarah Robin, qui a fait une présentation ce matin également sur les mangroves. Elle étudie plus précisément les contaminants. Pour l'instant, j'ai utilisé un site d'études, mais durant ma thèse, je comparerai en fait des sites d'études. Donc celui-là, c'est un site qui n'est pas impacté par l'urbanisation. Et lorsque je ferai des comparaisons avec des sites impactés par l'urbanisation, je prendrai d'autres sites. Notamment le site à proximité du Médipôle, qui lui, comme l'a expliqué Sarah, reçoit de l'eau pluviale provenant du bassin versant. Et il y a par exemple un autre site qui se situe à Ouvéa et qui est représenté par une troisième espèce que l'on appelle les Bruguiera. Donc ce serait intéressant également de regarder ce site-là. Très bien. Comment ? Il fallait venir ce matin. Alors, il y a un site d'études qui, comme je disais, n'est pas impacté par l'urbanisation. C'est celui qui se situe à Dimbéa-sur-Mer, à proximité du débarcadère. Et un deuxième qui est situé à proximité du Médipôle et qui, lui, est impacté par l'urbanisation puisqu'il reçoit les eaux pluviales du bassin versant. Bien, on aura donc, en tout pour cas... l'instant, il y en a 2 et potentiellement 3 avec celui d'Ouvéa qui possède une troisième espèce.